Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le Burkina Faso sera de la rencontre du 16 décembre prochain à Pau en France. Pour le président du Faso, ce sera l'occasion d'évoquer franchement les questions qui se posent dans la lutte conjointe contre le terrorisme. Sur la convocation du président français, la réaction de Roch Marc Christian Kaboré à suivre dans quelques secondes. À l'Assemblée nationale, le ministre en charge des Finances a dû rendre compte pendant plusieurs heures. Les députés sont restés attentifs à la présentation du projet de loi de finances exercice 2020. Des chiffres, un déficit de 285 milliards de francs CFA et un taux environ 13% du budget national alloué à deux secteurs plus que prioritaires, la sécurité et la défense. Le ministre de l'économie, des finances et du développement est l'invité de ce journal. Impossible de parler de l'histoire de l'église au Burkina sans l'évoquer. Le sanctuaire de Binatenga, ce lieu de culte porte le nom d'un quartier de la ville de Kupela où les premiers missionnaires ont déposé leurs valises en Haute-Volta. C'est de là qu'est partie l'évangélisation du pays avec un homme dont le charisme fait encore parler de lui, Monseigneur Dieudonné Yugbaré, qui a été le premier évêque noir de l'Afrique occidentale française. Bienvenue à tous. La réaction du chef de l'État ne s'est pas fait attendre alors qu'il présidait une nuit dédiée à l'anticorruption. Roch Marc Christian Kaboré a réagi à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron qui demande à ce que le 16 décembre prochain, les pays de G5 Sahel clarifient leur position vis-à-vis de la France dans la lutte contre le terrorisme. Le président du Faso y voit une occasion de jouer carte sur table. Nous l'écoutons. C'est vrai que je n'ai pas suivi en direct cette question. J'ai appris effectivement que nous sommes invités à participer à une rencontre le 16 à Pau autour donc, de la question de la force Barkhane et des relations donc, de la France en ce qui concerne l'activité de Barkhane sur les mois et les jours à venir. Nous allons répondre à cette invitation, évidemment, puisque j'assure la présence du G5 avec les autres chefs d'État. Et nous aurons l'occasion de nous parler, je dirais franchement, sur les différentes questions qui se posent aujourd'hui dans l'activité que nous menons ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Et si ce message se veut clair, la présence du chef de l'État à la soirée d'hier était plus qu'un symbole. Sur initiative de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, Roch Marc Christian Kaboré a présidé la première nuit de l'anticorruption. C'est une tribune voulue pour magnifier l'intégrité tant prônée au Burkina, la probité et la transparence. On en sait plus avec Herman Nestor Toui. C'est une nuit symbolique qui s'affiche comme une tribune d'interpellation pour une prise de conscience individuelle et collective de l'impact négatif de la corruption dans le développement du Burkina Faso. Il se passe presque plus un jour sans que la presse ou les organisations de la société civile ne se fassent l'écho des révélations relatives à des détournements de deniers et biens publics, de passation de marchés irrégulières, de gestion douteuse de ressources minières et foncières. Même les secteurs sociaux sensibles, comme la santé et l'éducation, ne sont pas épargnés. Cette première édition placée sous la présidence du chef de l'État est encore pleine de symbolique et la présence de Roch Marc Christian Kaboré constitue une lueur d'espoir dans cette lutte à la peau dure. La lutte contre la corruption ne pourra répondre aux attentes légitimes des citoyens sans leur engagement. Un engagement qui présuppose une prise de conscience, condition sine qua non d'un véritable réarmement éthique qui aujourd'hui s'avère malheureusement balbutiant. Le corrompu ont le vent en poupe parce que les corrupteurs les alimentent et les témoins s'emmurent dans le silence. Placé sous le thème responsabilité individuelle et collective dans la lutte contre la corruption, la journée internationale de lutte contre la corruption est célébrée le 9 décembre de chaque année, une date étouffée par les activités commémoratives du 11 décembre au Burkina, d'où cette nuit anticipée.
C'est nourri d'espoir et des résultats d'efforts conjugués pour faire reculer ce fléau que le président du Faso s'est rendu ce jeudi à Zignaré. Le chef-lieu de la région du Plateau central est doté d'un nouveau centre hospitalier régional, 300 lits, 7 salles d'opération, un coût estimé à 14,5 milliards de nos francs. Ces caractéristiques sont loin d'être les seules de l'infrastructure désormais ouverte aux populations de la localité. Ambiance de l'inauguration, avec Adama Guiti et Sekou Zongo. Un complexe sanitaire pour les populations de la région du Plateau central. Et c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré qui inaugure ce centre hospitalier régional de Zignaré. Une infrastructure qui va offrir toutes les commodités de soins répondant aux normes internationales. En matière de santé, il n'y a jamais de succès complet. Nous devons nous battre quotidiennement pour que les populations aient les soins de santé de qualité. Que nous essayons de rapprocher autant que cela peut se faire les centres de santé et les populations. Et comme vous voyez aujourd'hui, ce que nous avons visité, c'est un bel ouvrage, aussi bien dans sa conception architecturale que également dans des équipements qui sont en train d'être installés. Bâtie sur une superficie de 25 hectares, cette nouvelle infrastructure sanitaire s'inscrit dans la dynamique du gouvernement, celle de doter chaque région d'un centre hospitalier. L'objectif est de mettre à la disposition des populations des plateaux techniques adéquats pour des soins de qualité. 15 milliards de francs CFA environ, c'est le montant qu'il a fallu consentir pour ce complexe sanitaire d'une capacité de 300 lits avec possibilité d'extension. Et comporte tous les services attendus d'un hôpital de son rang. Le centre hospitalier régional de Zignaré est ainsi ouvert aux populations. Il a été cofinancé par la Banque arabe pour le développement de l'Afrique et le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Répondant à l'appel des forces vives du Plateau central à l'érection du CHR à un centre hospitalier universitaire, Roch-Marc Christian Kaboré rassure, les discussions sont engagées avec les partenaires et bientôt ce souhait sera une réalité. De retour de Zignaré, le chef de l'État a parlé coopération au palais de Kosiam. C'est le cas avec Abébé Aemso Salassié, le directeur Afrique du Fonds monétaire international en visite au Burkina. Le message s'est voulu précis. Le FMI va poursuivre ses réformes économiques et financières au Burkina Faso avec un accent mis sur la question sécuritaire et celle des déplacés internes. Malgré ces défis, l'envoyé du FMI note avec intérêt que la situation macroéconomique reste stable avec un taux de croissance d'environ 6%. Des images signées Adama Koulibaly et Bernard Combelem. À la primature, les sujets ont plutôt porté sur le ralentissement des activités minières au Burkina. Le secteur est durement éprouvé et les acteurs ne cachent pas leurs préoccupations. Elles ont été exposées sans langue de bois au chef du gouvernement, le Premier ministre qui a également reçu en audience ce 5 décembre plusieurs autres personnalités. Le compte rendu d'une journée marathon avec Idrissa Ouarga et Zobaviel David Dabiri. L'insécurité menace les activités minières au Burkina Faso. Les acteurs sont ici pour le signifier au Premier ministre. Ils ont encore en mémoire le drame de Bongo dans l'est du pays. Tidiane Bari et ses collaborateurs plaident pour un renforcement du dispositif sécuritaire autour des sites miniers. Le défi principal aujourd'hui, c'est le défi sécuritaire. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui peut être mis en place à court terme, à moyen terme et à long terme pour créer un environnement sécuritaire pour que l'exploitation minière puisse se faire de la bonne manière au Burkina Faso. En plus des questions sécuritaires, les acteurs miniers et les membres du gouvernement se sont penchés sur les difficultés liées à la TVA dans le secteur et la gestion du fonds minier pour le développement local. Séance tenante, un protocole est mis en place. Des mesures sont déjà annoncées pour rassurer les miniers. Nous avons mis à profit cette rencontre pour discuter d'un certain nombre d'autres préoccupations, telles que la question du remboursement de TVA, parce que l'État a un certain nombre d'arriérés de TVA remboursés aux sociétés minières. Des solutions ont été trouvées et nous pensons que dans les semaines à venir, nous allons rentrer dans la phase d'opérationnalisation de ces solutions. À la suite des acteurs miniers,
le Premier ministre reçoit une délégation du Millennium Challenge Corporation. Conduite par sa vice-présidente principale, Kish Kim, la délégation dit être venue réitérer sa volonté de soutenir le Burkina Faso dans son processus de développement. Le MCC veut orienter ses financements dans le secteur de l'énergie. Autre personnalité reçue à la primature, le directeur Afrique du Fonds monétaire international. À l'issue de son entretien avec Christophe Dabiré, Abébé Sélassié se veut rassurant. Le FMI sera toujours aux côtés du Burkina Faso. Voilà à présent le sujet qui va nous conduire à la représentation nationale où le projet de loi des finances exercice 2020 a été adopté il y a seulement quelques heures. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors le budget de l'État exercice 2020 donc, vient d'être adopté. Plus de 2518 milliards en dépenses contre 2233 milliards en recettes, soit un déficit de plus de 285 milliards de francs CFA. Ces chiffres sont-ils exacts? Exact. Alors, ce sont des chiffres que vous avez présentés aux élus nationaux tout à l'heure. Quelles sont les grandes orientations de ce budget-là? Merci, Peggy. Je voulais d'abord saisir l'opportunité pour remercier la représentation nationale. Vous savez que l'adoption du budget est toujours un moment fort pour le gouvernement qui permet donc d'allouer les moyens pour l'exécutif pour mettre en place le programme donc, de développement que nous voulons poursuivre. Oui, dans le cadre du Burkina, nous avons donc notre PNDS. Les grands axes pour ce budget, vous savez que le contexte national s'est élaboré dans un contexte national difficile, caractérisé justement par des défis sécuritaires majeurs. Donc, ce qui fait que ce budget, lorsque vous le regardez, nous avons 4 axes prioritaires qui va d'abord concerner le renforcement donc, de la sécurité et de la cohésion sociale, puisque ça fait partie des éléments forts. Nous avons le deuxième axe qui va concerner donc c'est tout ce qui concerne la promotion de la bonne gouvernance. Le troisième axe qui concerne le développement du capital humain. Et enfin, nous allons travailler sur donc, la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie. Donc voilà les grands axes stratégiques sur lesquels nous avons donc bâti le budget 2020. Alors, avant de parler un peu plus précisément donc, des dépenses, des recettes, nous allons suivre déjà le reportage qui a été réalisé par Vincent Kiandrebego. Justement, je vous le disais tantôt, le projet de loi a été adopté il y a quelques heures. Le chef du département des finances que vous êtes était face aux élus nationaux. Vous avez dû étayer votre propos à l'aide de ces chiffres. On en sait un peu plus dans ce reportage de Vincent Kiandrebego. Entre les mains des députés, le projet de loi de finances de l'État exercice 2020, présenté par le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. L'ensemble des chiffres de Lassane Kaboré sont passés à la loupe. Les gros chiffres, les voici. 2233 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de 2020 en termes de recettes, contre 2518 milliards de francs CFA pour les dépenses, soit un déficit budgétaire de 285 milliards. Pour les caractéristiques du budget, 85% des recettes seront des ressources propres. Les dépenses courantes ou dépenses de fonctionnement consomment une bonne partie du budget et représentent 1642 milliards de francs CFA, soit 65%, avec une masse salariale qui s'élève à 878 milliards de francs CFA. Les dépenses en capital ou dépenses investissement sont de 876 milliards de francs CFA, soit 34,7%. On note également une forte allocation au secteur de la sécurité et de la défense, devenu plus que prioritaire. Les deux départements cumulent 325 milliards, représentant environ 13% du budget. Pas de contre, 39 abstentions et 87 pour sur les 121 votants et le budget de l'État exercice 2020 est adopté après une séance de plus de 8h30. Mais le président de l'Assemblée nationale insiste sur la rationalisation des dépenses de l'État. Pour Alassane Bala Kandé, le gouvernement pourrait encore faire des économies dans la gestion du parc automobile, la location de bâtiments administratifs et la gestion des missions à l'intérieur du pays. Et ça s'appelle réduction du train de vie de l'État. Voilà donc le reportage de Vincent Kiandrebego sur cette session qui vient de s'achever. Effectivement, notre reporter l'a soulevé tantôt, une prédominance des dépenses courantes, soit plus de 65%. Est-ce que cela n'est pas handicapant pour le développement d'un pays? Oui,
au regard, au-delà des dépenses justement courantes que vous savez que, comme le reporter l'a dit, il y a une prépondérance, prédominance donc des dépenses de salariales qui font que ces dépenses effectivement courantes sont prépondérantes par rapport au budget. Mais il faut regarder aussi la tendance. Et lorsque vous regardez ce budget, vous verrez que sur les dépenses d'investissement, les dépenses en capital, il y a quand même eu un effort extraordinaire qui fait que nous allouons en plus par rapport donc à 2019 un montant de 243 milliards de plus. Donc nous sommes à 876 milliards quand même, ce qui montre qu'il y a eu un effort et continu. Et cet effort va se poursuivre malgré le contexte sur lequel nous sommes. Donc il y a une maîtrise donc, des dépenses courantes avec tout ce que vous avez suivi et progressivement donc nous aurons donc beaucoup de ressources qui seront allouées au secteur des dépenses d'investissement. Alors on va insister un peu là-dessus parce que 84% de ce budget est constitué de recettes propres. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles taxes? Non, je pense que ce qu'il y a plutôt c'est la mise en œuvre efficiente de l'ensemble des taxes qui existaient. Vous savez que nous avons mené un certain nombre de réformes au niveau donc, de la fiscalité. Et si vous voyez, il y a eu l'élargissement donc, de la base, et que ce soit au niveau donc, des taxes sur le tabac, nous avons donc réajusté pour nous aligner par rapport aux textes communautaires. Que ce soit sur l'UTS, je sais que ça, beaucoup en parlaient. Nous avons là aussi tout juste voulu, donc, quand vous regardez, faire en sorte que l'UTS, qui était déjà dans la loi, puisse être appliqué, mais en tenant compte des relèvements des seuils, puisque quand vous regardez, il y a un relèvement des seuils par rapport naturellement à ce qui était prévu, donc il y aura une amélioration pour permettre donc de relever le seuil d'exonération et naturellement amener un certain nombre donc, de recouvrements qui puisse permettre à l'ensemble des acteurs, des partenaires et l'ensemble des Burkinabés de contribuer à juste titre au fonctionnement du budget de l'État. Donc on pourra s'attendre à de nouvelles taxes? Nouvelles taxes, non. Je pense que pour les fonctionnaires, peut-être les travailleurs, fonctionnaires qui avant avaient des indemnités faibles, que la loi ne prélevait pas, parce que vous savez que les indemnités étaient faibles, donc les rentrées étaient en dessous du seuil d'exonération. Aujourd'hui, les indemnités quand même de certains corps se sont améliorées. Peut-être ces indemnités-là pourront être assujetties à l'UTS. Peut-être où elles seront pas. Elles seront, puisque naturellement elles sont, si avec le nouveau texte, bien sûr qu'on a relevé, le seuil, ces indemnités-là seront être donc frappées de l'UTS exactement dans le public comme dans le privé, comme le privé l'a toujours d'ailleurs fait. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup et merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Alors la suite de ce journal, toujours en chiffres avec un montant, 39 milliards de francs CFA, c'est à peu près l'équivalent des 59 millions et demi d'euros que pèsent 4 accords de financement. Ils ont été signés à Ouagadougou entre l'Agence française de développement et le ministère en charge des Finances. Cet important appui financier sera mis à profit de deux départements que sont la jeunesse et l'éducation nationale. Les détails cette fois avec Ali Doubadini et Oumar Zombré. Une poignée de main qui symbolise la vitalité de la coopération entre le Burkina Faso et la France. Le gouvernement burkinabé et la France, à travers son agence de coopération AFD, ont signé une convention d'accord de financement. 4 accords de financement dont le montant global s'élève à plus de 39 milliards de francs CFA. Pour le représentant de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, cet appui traduit la mise en œuvre de la volonté du président français de soutenir la jeunesse burkinabé. Aujourd'hui, nous mettons en œuvre cet appui, entre autres, en aidant et en appuyant 2 ministères, un plan mondial pour l'éducation, pour aider à l'accès à l'éducation de base, à l'enseignement, pour améliorer la formation professionnelle et faire en sorte que la jeunesse trouve son avenir. Le ministre en charge de l'économie salue la bonne collaboration entre les 2 pays. Il exhorte les ministères bénéficiaires, à savoir celui de la jeunesse et de l'éducation nationale, à une utilisation efficiente des ressources mobilisées.
À Madrid, les parlementaires francophones sont face à leur rôle dans la mise en œuvre des accords consentis par les dirigeants africains en 2015. L'accord de Paris sur le climat et l'accord d'Addis Abeba sur le financement du développement durable sont au menu d'une séance de travail initiée en marge de la COP25. Prennent part aux échanges les députés burkinabés et leurs pairs membres de l'Organisation internationale de la francophonie. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux en Espagne, Pawadrogo Jean Zongo et Mounir Akeri. Le rôle du député dans la mise en œuvre des accords internationaux largement développés dans le stand de la francophonie. Les pays africains ont signé en 2015 des accords dont celui de Paris sur le climat. L'effectivité de ces engagements nécessite une mise à jour des dispositifs législatifs des pays concernés. Et c'est là que l'on attend ces participants, majoritairement des parlementaires des pays francophones. Parfois, l'exécutif pousse et si les textes ne sont pas adoptés au niveau du Parlement, on a des incidences. Donc nous espérons qu'il y aura une plus grande fluidité dans l'adoption de ces textes et une plus grande fluidité dans la mise en œuvre de ces accords qui sont souvent portés par l'exécutif. Les parlementaires que nous sommes, nous avons été mis devant, en tout cas, une situation qui nous interpelle, qui demande encore plus notre implication pour pouvoir régler ou en tout cas apporter notre contribution à cette lutte-là contre les changements climatiques. Une fois de retour au pays, les parlementaires burkinabés promettent œuvrer à l'adoption de tests à même de renforcer le dispositif législatif du Burkina. Nous allons à présent sur la circulaire de Ouagadougou. Le boulevard est en chantier depuis quelques mois, non sans inquiétude pour les riverains et les usagers. L'expertise japonaise dont bénéficie ce projet de reconstruction de la route devrait rassurer, selon le ministre en charge des infrastructures. Sur le terrain, Éric Bougouma apprécie le niveau d'avancement avec satisfaction. Bernard Combelem et Vincent Kendrebogo. Tour de chantier pour le ministre des Infrastructures. Éric Bougouma constate l'évolution des travaux de la rocade sud-est du boulevard des Tansoba, mise en chantier depuis juillet dernier par le président du Faso. Sur le terrain, les ouvriers sont à pied d'œuvre et les travaux avancent normalement à la satisfaction du ministre. La nouvelle chaussée sera beaucoup surélevée à certains endroits, d'où l'inquiétude des riverains qui redoutent des inondations à terme. Et le ministre est présent pour s'assurer. Nous sommes venus pour prendre en compte leurs préoccupations et les rassurer. Le travail qui est en train d'être fait sur le boulevard des Tansoba ici est un travail d'une haute technicité. Les études ont été faites pour prendre en compte l'hydrographie de la zone. Et donc l'assainissement qui sera fait est un assainissement global de chaque côté de la route. Il y aura des caniveaux sur tout le long du projet. Les sections ont été calibrées pour éviter toute inondation à l'avenir. Les responsables du chantier sont rassurants et Éric Bougouma confiant en l'expertise nippone. Prévue pour être livrée en fin 2021, l'entreprise s'est lancé le défi d'achever les travaux bien avant cette date. Plongeons-nous à présent dans un petit cours d'histoire dans la période des années 1900, au moment où les premiers missionnaires entraient au Burkina Faso. Ces pères blancs ont été séduits par les populations de Kupela, où ils ont décidé de fonder la première église de Haute-Volta. Aujourd'hui, le lieu de culte est un sanctuaire baptisé de Binatenga, du nom du quartier où il est implanté depuis plus d'un siècle. Souvenirs et témoignages dans ce dossier signé Issa Kafando et Maïmouna Traoré. Sanctuaire de Binatenga, secteur 1 de Kupela, ce dimanche 17 novembre 2019. C'est ici que Maurice Béré fait toujours sa prière dominicale. Ici, parce que ce lieu constitue une référence, un lieu historique. J'aime bien venir ici parce que c'est ici que les premiers missionnaires ont déposé leurs valises avant d'aller un peu partout à l'intérieur du pays. L'abbé Guillaume Yamego a étudié l'histoire de l'église au Burkina Faso. Selon lui, les premiers missionnaires sont arrivés à Kupela le lundi 22 janvier 1900. C'est ce jour également qu'a été célébrée la première Eucharistie dans un poste de mission au Burkina Faso, d'où l'appellation sanctuaire de 1900. Ce sont les pères blancs
qui sont arrivés au Mali d'abord, en 1895, et qui ont poussé de Ségou. Ils ont continué à Ouagadougou. Ils sont arrivés à Ouagadougou le 15 janvier 1900. De Ouagadougou, il y avait un courant qui ne passait pas, il y avait un froid qui existait entre l'administration coloniale et l'administration coutumière. Si bien que les pères ont eu peur de rester à Ouagadougou. Ils ont préféré continuer dans un terrain neutre et c'est ainsi qu'ils se sont dirigés à Kupela. C'est le Saman Naba Krosgarga, qui a accueilli les premiers missionnaires et ils se sont installés à Binatenga. Aussitôt, les missionnaires commencent leur mission de catéchèse et l'instruction des enfants. Selon toujours l'homme de Dieu, 3 ans après l'arrivée des missionnaires, Kupela, pour ne pas dire le Burkina Faso, enregistre ses premiers baptisés, 3 bébés. En 1905, 15 adultes reçoivent le baptême. Toutefois, la foi chrétienne s'enracina davantage à Kupela sous le règne de Naba Zanré, 1929-1973. On peut dire qu'il y a eu un peu de peur, puisque si le chef se convertit, les autres sont obligés de se convertir. D'abord un mariage de force qui est devenu un mariage de raison, et puis finalement une foi enracinée. C'est durant l'année mariale en 1987 qu'est construit le sanctuaire de 1900 avec une chapelle de forme ronde pour respecter la structure architecturale des mosquées. On y trouve une statue en bois de la Vierge Marie tenant le petit Jésus. Ces figures sur les ouvertures représentent les martyrs de l'Ouganda. Ce sont les premiers martyrs africains, noirs, reconnus par l'Église, et Monseigneur Yubada avait une vénération pour ces personnes. Toutes les cérémonies diocésaines s'effectuaient ici le dimanche le plus proche de la date du 22 janvier. Mais l'affluence des pèlerins décide Monseigneur Séraphin Rwamba à transférer le lieu du pèlerinage à Daltenga. C'est ici aussi que repose Monseigneur Dieudonné Youbari, le tout premier évêque noir de l'Afrique occidentale française. Elle aussi est vieille de plusieurs décennies. La chaîne au cœur des grands événements reçoit un coup de neuf à travers un soutien de la Loterie nationale du Burkina. Le partenariat entre ces deux institutions n'est pas non plus nouveau. Bien au contraire, il se bonifie avec le temps. Ce énième soutien que la LONABE apporte à la RTB est composé de matériel utilitaire. Pour un média censé donner la visibilité aux autres, il est bon qu'il soit identifié lors des grands événements et surtout qu'il puisse être à l'abri des intempéries. Il a été question pour nous d'examiner positivement cette sollicitation lorsque la RTB nous a approchés pour permettre à notre télévision nationale d'évoluer dans un certain respect de l'éthique dans la communication d'un média d'État. Chaque fois que les Burkinabés vont voir leur télévision nationale, ils vont les voir évoluer dans leur couleur. La valeur du geste importe peu, c'est le symbole d'un fructueux partenariat qui est magnifié ici. C'est du matériel qui nous est offert, mais c'est nous qui avons choisi ce dont nous avions besoin. Donc c'est vraiment de la qualité, c'est pratique, c'est efficace. Et nous, en tant que responsables de la RTB, nous souhaitons que ce partenariat-là soit encore plus fructueux pour que nous ayons ensemble des victoires communes. C'est donc une étape de gagner dans l'amélioration des conditions de travail des agents. Le chemin reste encore long, mais ces deux structures étatiques ont foi en leur partenariat. Un partenariat qu'elles comptent voir se bonifier. Le rendez-vous avec les questions de santé, c'est pour ce soir à partir de 21h. La surdité est le sujet retenu par Maïmouna Dao et son équipe de Santé Mag. Cette déficience auditive a-t-elle une ou plusieurs causes? Comment les patients sont-ils pris en charge? Regardons ensemble un extrait sélectionné par Ismaël Deloma Sirima. De l'oreille droite, M. Sawadogo n'entend plus de son depuis 8 ans. Il a perdu totalement la capacité d'entendre par son oreille droite à cause de la méningite. La méningite est vraiment pourvoyeuse d'une grande partie de nos surdité.
Nous sommes pays d'endémie de méningite. Et ces méningites-là nous donnent des surdité brusques, des surdités d'apparition brutale et des surdités qui sont graves parce que c'est des surdités souvent profondes. Et leur prise en charge est beaucoup plus délicate. Cependant, il a eu plus de chance avec son oreille gauche qui a été affectée par une déficience auditive légère. C'est-à-dire qu'il entend avec cette oreille, mais pas très bien. Pour ces deux oreilles, les médecins estiment qu'elles sont atteintes de surdité. Pour le commun des mortels, être sourd, c'est ne rien entendre. Et nous, on ne le dira pas assez. Et la surdité, c'est une baisse ou une perte totale de la fonction auditive, la fonction entendre. En partant de cette définition, les médecins ont établi une échelle des différents cas de surdité. Cela va de la déficience auditive légère à la déficience auditive totale, en passant par celle moyenne ou profonde. Voilà, la suite, c'est tout à l'heure, en direct sur la télévision du Burkina. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée sur la RTB.